Mes chers amis, bien le bonjour. Elles fascinent autant qu'elles dégoûtent, voire qu'elles font peur dans certains cas. Petites, grandes, velues, avec des longues pattes ou pas du tout, se nourrissant d'insectes ou de d'autres araignées dans certains cas, vivant dans des toiles ou dans des trous, selon les espèces, vivant également sur toute la surface du globe, allant des forêts des plus profondes jusqu'à nos greniers, nos caves, et faisant partie dans certains pays de la gastronomie locale, des recettes que l'on peut trouver. Les araignées font partie de notre quotidien et de l'imaginaire collectif sous quelque forme que ce soit. Mais saviez-vous que, selon la mythologie grecque, la première araignée de l'histoire n'était pas, on va dire, la créature que l'on connaît à l'heure actuelle, mais une humaine. Une jeune fille qui, malheureusement, a eu la bêtise, d'une certaine façon, de défier la très grande déesse Athéna et qui a été transformée en créature à 8 pattes par la suite et condamnée pour le reste de sa vie à tisser des fils de soie. Dans cet épisode, je vous emmène faire la connaissance d'Arachné, son mythe, mais également toutes les représentations, et notamment au Moyen-Âge, et toute la symbolique qu'il peut y avoir autour de cette créature que l'on connaît sans vraiment connaître, où le groupe où appartiennent les araignées a été appelé arachnide, mais dont on ne sait pas trop en fait d'où vient la racine arachnide. Et c'est pour cela que je vous propose de faire la connaissance justement de cette fameuse jeune fille dans la mythologie grecque qui a eu, on va dire, cette mésaventure de défier Athéna et qui malheureusement s'en est mordu les doigts bien après. Selon les historiens et les sources dont nous disposons, il existe quelques variantes quant au mythe d'Arachné, mais ces variantes sont relativement légères, voire très minimes. Dès le début du mythe, il existe déjà deux versions différentes quant aux origines sociales d'Arachné. Selon une première version, Arachné est d'origine paysanne, alors que dans une autre version, et c'est la version la plus retenue, Arachné est la fille d'un teinturier, Idmon, à Colophon, en Lydie. La jeune fille est alors reconnue pour son excellente maîtrise du tissage et du travail des aiguilles de façon générale. Cette dernière se vante également que sa maîtrise du tissage pourrait faire pâlir les dieux de l'Olympe et notamment Athéna. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Athéna fait dans cette histoire? Pourquoi Athéna en particulier? Athéna, hormis le fait que c'est la déesse de la guerre, mais de la guerre raisonnée, à contrario avec Arès, qui est la guerre violente et sanglante, Athéna est aussi la protectrice des tisserands, de l'artisanat, mais surtout des tisserands. Donc c'est pour ça qu'Athéna est totalement reliée à ce mythe. Alors, selon une première version, Athéna, voulant faire taire Arachné, lui lance un défi et lui propose en fait de la battre. Et dans une autre version, ce serait Arachné qui aurait défié la déesse. Peu importe, toujours est-il que le défi se fait et le thème choisi des deux côtés, parce que quand on lit le mythe, on peut totalement, on va dire, dégager un thème choisi, c'est les dieux olympiens. Athéna représente alors les dieux dans toute leur majesté, dans toute leur puissance, en fait, pour les mettre bien en avant, et Arachné choisit un sujet beaucoup plus léger, à savoir de représenter les dieux, mais dans leurs histoires d'amour, dans on va dire les flirts, tout ce qui est connu autour d'eux. Athéna est alors désappointée de la perfection de l'ouvrage confectionné par Arachné. Elle est donc, on va dire, obligée plus ou moins de reconnaître que la jeune fille maîtrise très très bien l'art du tissage, mais la déesse ne l'entend pas ainsi. Cette dernière se met extrêmement en colère et déchire l'œuvre d'Arachné. Et elle frapperait Arachné avec la navette et probablement la blesse. Désespérée par la situation et voyant la colère de la déesse, Arachné prend alors la décision de se pendre. Elle décide donc de se pendre de désespoir, si on préfère. La déesse la prend alors en pitié, décide alors de défaire le nœud qu'Arachné avait fait pour mettre fin à ses jours et la transforme en araignée afin que cette dernière continue à tisser malgré tout. Donc on peut voir que Athéna a un côté colérique. Rappelez-vous quand nous avions abordé Méduse, Athéna a un côté colérique et ne supporte pas d'être défiée, mais dans le cas d'Arachné, elle a pris conscience peut-être de l'exagération de sa colère et pour éviter que la jeune fille se pende, a préféré certainement la transformer en créature afin que cette dernière reste en vie et continue à tisser jusqu'à la fin. Donc, ce mythe est à l'origine de nos araignées que nous connaissons et qui nous font très très peur.
Toutefois, même si on peut voir qu'Arachné est la première araignée selon la mythologie grecque, il ne faut pas oublier que c'est un mythe. Donc, on peut supposer qu'on a voulu donner une origine mythologique à cette créature, mais il ne faut pas oublier que c'est un mythe et qu'il faut toujours prendre les mythes avec des pincettes. Ce qu'il faut retenir également de ce mythe, c'est que Arachné a défié Athéna, a défié, on va dire, la mauvaise déesse, et Athéna étant très susceptible, et de nombreux mythes reliés à Athéna le montrent, Arachné, malheureusement, s'en est mordu les doigts et elle a été punie pour son affront. Alors, il y a les affronts envers la déesse elle-même dans les temples ou ce genre de choses, mais il y a cet affront qui est que Arachné a voulu se mettre presque à l'égal d'Athéna et la déesse ne l'a pas supporté et a décidé de lui donner une leçon. Ce qu'il faut retenir en fait de ce mythe, c'est que se mettre à l'égal des dieux ou vouloir défier les dieux, encore une fois, est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et ces mythes nous montrent très bien que une femme qui veut défier un peu l'autorité établie peut être également punie pour cela. Par ailleurs, l'auteur qui nous en apprend davantage en fait sur Arachné est Ovide. Les écrits d'Ovide dans les Métamorphoses, notamment son ouvrage Les Métamorphoses, nous en apprennent beaucoup plus sur Arachné et notamment on peut y voir une interprétation notamment au niveau de la toile que Arachné tisse lors de ce fameux défi, une mise en avant un peu des travers des dieux olympiens, mais également aussi les fautes que ces derniers peuvent commettre, notamment avec des mortels. Par ailleurs, il faut également souligner qu'Arachné s'inscrit d'une certaine manière dans ces fameuses tisseuses mythiques de la mythologie grecque, comme les Parques, que l'on connaît comme étant les tisseuses de la destinée, ou encore bien d'autres mythes en lien avec le tissage et tout ce qui va avec. Donc il faut bien comprendre que le mythe d'Arachné s'inscrit dans une espèce de catégorie de mythes qui est en lien justement avec cette notion de tissage, cette notion de réalisation qui fait que le mythe d'Arachné en lui-même devient assez particulier et s'intègre justement dans ces fameux mythes que l'on peut mettre en lien avec certains thèmes abordés et certaines problématiques abordées qui sont soit propres aux mortels, soit propres aux divinités. Les Parques sont elles-mêmes d'une certaine manière des divinités, mais si on va du côté des mortels en dehors d'Arachné, on peut citer par exemple Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui elle tissait une tapisserie et qui la défaisait chaque jour. Donc on peut retrouver des allusions à des tisseuses divines ou pas divines dans la mythologie grecque. Dans les représentations d'Arachné, des araignées ou encore des fileuses, au Moyen-Âge, cela se retrouve notamment dans la littérature, mais aussi dans l'iconographie, avec toute la symbolique qu'il peut y avoir autour. Dans la littérature médiévale, par exemple, le mythe d'Arachné est bien connu. Ce dernier fait même l'objet de nombreuses réécritures, et dans ces réécritures, on peut notamment apercevoir que c'est Athéna qui est la vainqueur du défi d'Arachné, car Arachné lui doit sa maîtrise du tissage. Si on va plutôt du côté de d'autres ouvrages antiques, comme par exemple l'Odyssée, où ce n'est pas la figure d'Arachné qui va être mise en avant, mais plutôt la figure de la toile d'araignée, cela va passer notamment par le filet dans lequel Héphaïstos va prendre au piège son épouse Aphrodite et Arès. Donc il va y avoir encore une fois une référence à l'araignée, mais de façon très subtile à ce niveau-là. L'ouvrage d'Ovide, Les Métamorphoses, donc là d'où vient le mythe d'Arachné, au Moyen-Âge fait l'objet de nombreux commentaires. Et ça va être le cas de d'autres ouvrages des traitant d'Ovide et de ses œuvres. Et dans ces ouvrages, on peut s'apercevoir que ces commentaires ou même les critiques qui sont autour de ces ouvrages, de ces œuvres, ce sont notamment des critiques plutôt négatives. La réception du mythe d'Arachné en lui-même va prendre une tournure alors beaucoup plus négative, enrichie beaucoup d'allégories bibliques qui vont renforcer ce côté négatif, ou alors de patristiques. Les patristiques, ce sont des écrits ou des documents en lien avec les pères de l'Église. Donc pas forcément des pères de l'Église eux-mêmes, mais plutôt qui vont traiter de ce que les pères de l'Église ont pu faire ou réaliser. Dans ce cas de figure, on souligne plusieurs significations, notamment autour de la toile d'araignée. La toile d'araignée prend
alors un aspect assez dérisoire par rapport à l'œuvre humaine, au sens de l'œuvre que l'humain peut créer, quelle que soit cette œuvre-là. Et le fil collant, j'insiste bien sur le côté fil collant parce que on fait très souvent la confusion entre fil de soie et fil collant chez l'araignée, va plutôt illustrer le caractère hypocrite de la nature humaine, dans le sens où la nature humaine va tendance à avoir recours à l'hypocrisie, notamment dans certains cas de figure et de façon consciente ou inconsciente, mais ça, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les écrits, dans la littérature. Pourquoi j'ai précisé fil collant? On va faire un petit peu de biologie. C'est que l'araignée produit les fils de soie que nous connaissons et elle produit une fil collant qui vont permettre que les proies restent fixées à la toile. Et il y a des fils qui ne vont pas être collants dans le sens où l'araignée va pouvoir se déplacer. Donc il y a tout un système qu'il faut faire très attention à faire la part des choses par rapport à ça. Mais partez du principe que l'on parle là des fils qui sont vraiment propres à l'araignée et qui lui permettent justement d'aller récupérer sa proie parce qu'elle est engluée. Donc il faut bien faire la distinction par rapport à ça. Toutefois, l'aspect géométrique et parfaite de la toile d'araignée est associé en fait à la puissance de Dieu, dans le sens où c'est Dieu qui a permis à cette créature de créer une forme, on va dire, de toile quasi parfaite, et donc à qui la créature lui doit justement cette perfection. Encore une fois, la créature ou l'humain doit sa réussite à des forces beaucoup plus puissantes qu'elle. Donc on voit tout le côté un peu idéologique et religieux qu'il peut y avoir autour. Toutefois, l'araignée et sa toile prennent un caractère beaucoup plus fantastique, voire effrayant dans certains cas. L'araignée prend alors l'aspect d'une tisseuse de toile, mais plutôt une tisseuse de toile merveilleuse, un peu liée au rêve, un peu liée à toute cette imagerie, mais relativement fragile, car il faut toujours accommoder cette toile quand il y a des trous, et c'est un petit peu ce renouveau permanent des fils qui est justement associé à cette image-là. A contrario de ce côté un petit peu fantastique, un petit peu léger, on peut souligner le caractère féroce de l'araignée, qui se caractérise justement par l'aspect chasseuse patiente de l'araignée, qui guette ses futures proies, qui attend qu'il y ait une proie qui se retrouve collée à ces fameuses fils collants de la toile, et vers qui elle peut tout aussi bien se diriger pour créer un cocon et manger quand elle en a envie. L'araignée, dans ce cas-là, dans ces deux cas de figure, peut être vue de deux façons. L'araignée est proche d'Arachné, donc de l'humain, avec le côté tissage, justement autour de la toile, et donc elle peut se rapprocher d'Arachné sans trop de difficultés par rapport à ça. Et d'un autre côté, il y a le côté dévoreuse, le côté chasseresse qui la rapprocherait beaucoup plus de l'animal et donc de sa condition d'araignée. Donc on peut voir dans l'araignée deux types de figures, deux types d'images qui lui sont propres et qui lui sont presque accolées, voire associées. On attribue également une forme un peu de légèreté au corps de l'araignée, parce que l'araignée, quand on regarde bien les araignées, quand elles se pendent à leur fil de sécurité, on voit que le corps de l'araignée doit être quand même léger pour que celui-ci puisse tenir. On va lui attribuer une espèce de forme un petit peu fantastique, dans le sens où on voit ce caractère un peu dansant de l'araignée, ce caractère beaucoup plus léger de l'araignée, mais quand même en gardant une espèce de dégoût, une espèce de répulsion pour cette créature à 8 pattes et aux yeux multiples. Donc il va y avoir un côté fascination dans la littérature médiévale, mais un côté un peu répugnant, un côté un peu négatif. Donc si vous trouvez dans un livre une allusion à l'araignée, regardez un petit peu autour en fait du contexte et de comment c'est écrit, parce qu'il peut y avoir deux façons, on va dire, de décrire l'araignée et d'autres imageries qu'il pourrait y avoir autour de cela. On attribue également, dans ce côté un petit peu fantasmé, fantastique, on attribue également un côté un peu folie quand une araignée nous pique. Dans certains cas, on s'imagine que quand une araignée nous mord, on peut être susceptible d'être fou. Du moins, c'est ce que la littérature en renvoie. Donc, il y a tout un fantasme, tout un tas d'images un peu fantasmées de l'araignée qui ne sont pas toujours, on va dire, propres à la créature en elle-même. Dans l'iconographie médiévale, Arachné est représentée dans certains cas comme une femme, avec le buste et la tête d'une femme, d'une humaine, et avec le bas du corps d'une araignée.
donc un petit peu ce qu'on pourrait voir peut-être dans certaines enluminures ou ce genre de choses. Donc si vous voyez une femme araignée, partez du principe que c'est une représentation d'Arachné, ou du moins de ce qui peut s'en rapprocher. Mais de façon plus générale, ça va plutôt être les fileuses qui vont être représentées. Donc ces fileuses qui rappellent Arachné, qui filait justement, qui faisait sa tapisserie, son ouvrage au moment de ce fameux défi avec Athéna, et ça va être justement les fileuses qui vont être représentées. On va les représenter plutôt dans leur quotidien, gardant leurs enfants ou dans les champs avec les troupeaux. On va les représenter, avec une forme plus de caractère beaucoup plus abordable, avec ce côté beaucoup plus femme de tous les jours qui vit, qui a ses instruments de filage avec elle. Donc on va les représenter la plupart du temps comme ça. Et ce sont généralement dans ces conditions qu'on va justement les présenter dans les sources ou les représenter. Dans la société médiévale, ce sont les fileuses qui sont le plus souvent représentées ou présentes dans les sources de l'époque, les sources écrites notamment. Ce sont des textes relatant les conditions de travail des fileuses, les modalités techniques des fileuses, ou encore une forme de recherche de conditionnement de la profession des fileuses de la part des drapiers. Parce que oui, dans certains cas, les fileuses sont au service de certains drapiers. Les drapiers achètent ou leur confient de la laine afin que celle-ci puisse les transformer en fil. À ce moment-là, ce sont les fileuses de laine qui vont être le plus concernées, car ce sont elles qui vont contribuer à la confection de draps. Au Moyen-Âge, les fileuses sont propriétaires de leurs outils de travail, donc déjà c'est quand même pas rien, et elles travaillent à leur rythme. Donc on pourrait un petit peu les rapprocher, si on se mettait un petit peu dans notre cas de figure actuelle, elles pourraient se rapprocher de ce qui pourrait être un auto-entrepreneur d'une certaine façon, avec sans l'URSSAF et les impôts derrière, mais elles pourraient se rapprocher ne serait-ce que par rapport à ces deux aspects-là. Les outils de travail des fileuses ont subi quelques perfectionnements, mais aussi une forme de standardisation au cours du Moyen-Âge. Et au XIIIe siècle, il va y avoir d'autres outils qui vont apparaître, notamment, par exemple, la roue à filet. Et cette fameuse roue à filet va permettre d'augmenter le rythme de production, la quantité de production. Donc d'une production peut-être beaucoup plus petite, beaucoup plus restreinte, on va passer à une production beaucoup plus importante et surtout à des bobines beaucoup plus grandes que ce qu'elles pouvaient être déjà. Ce sont des femmes qui travaillent principalement en gardant les troupeaux dans les campagnes ou dans les villes. Ça va plutôt se faire entre voisines. On peut s'imaginer une cour de maison avec tout un tas de femmes autour et qui filent la laine entre elles, certainement en se racontant les derniers potins du coin. Ce sont des femmes de tous horizons qui peuvent travailler cet art, donc de la paysanne des campagnes à la petite bourgeoise ou à la bourgeoise des villes, parce que les femmes aussi dans les villes travaillent, faut pas l'oublier. Mais ce sont surtout des femmes libres, pouvant d'une certaine manière se mettre en position de force par rapport à l'industrie textile et notamment par rapport aux drapiers, puisque là on va parler plutôt du rapport fileuse-drapier dans ce cas-là, parce que la confection du drap est quand même une confection qui est assez importante dans certaines villes, comme par exemple à Toulouse il y avait un pôle de confection de drap, et là dans ces cas-ci ça va être déjà le cas. En effet, dans l'industrie textile, la fileuse rentre en première ligne dans le processus de production du drap. La laine est alors retriée, relavée, repeignée, afin de créer à la fin le drap le plus fin qui existe. Par ailleurs, le drapier va chercher petit à petit à encadrer les fileuses d'une certaine manière. Mais toutefois, ils ne peuvent se passer des fileuses. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils cherchent quand même à les intégrer. On voit qu'il y a une forme de volonté d'intégration des fileuses, mais pas sous n'importe quelle condition et pas n'importe comment. La pratique du filage est une pratique très ancienne. Si on remonte au-delà du Moyen-Âge et de l'époque antique, on a retrouvé des traces de techniques de filage dans les sociétés néolithiques, avec notamment, et c'était toujours le cas, c'était les femmes qui produisaient le fil. Toute personne qui ne pratiquait pas d'activité à risque ou dangereuse pouvait s'adonner au filage, mais c'était principalement les femmes. Au Moyen-Âge, les fileuses contribuent à une industrie à grande échelle, donc à l'industrie du textile, comprenez bien. Elles ne concernent plus seulement plutôt une production locale ou une production soi, puisqu'on pouvait produire du fil pour soi et le revendre derrière, bien entendu, mais là ça va concerner une production à plus grande échelle. Dans chaque centre textile, comme par exemple Toulouse était un centre textile, des centaines de femmes dans les campagnes filent la laine pour les drapiers qui se situaient dans les villes. Mais partez du principe aussi qu'il devait y avoir des fileuses en ville qui devaient aussi revendre certainement aux drapiers qui étaient justement dans leur ville à elles. L'image du filage
a quelque chose, on va dire, de positif dans l'imaginaire collectif, car c'est le symbole du travail féminin, mais c'est aussi un symbole de vertu, à contrario avec la oisiveté, qui est assez mal perçue et assez mal vue à cette époque-là encore. Toutefois, il existe quand même une forme de méfiance vis-à-vis des fileuses, et les sources nous apprennent que ce n'est pas toujours injustifié, cette méfiance. Cela va concerner notamment la qualité des fils et de la laine. En effet, la laine devait être propre et soignée, mais ça c'est totalement normal, et elle devait être placée dans une corbeille à part et ne pas être mélangée avec d'autres laines, ou il ne fallait pas rajouter également des laines qui n'étaient pas en lien avec le filage de la laine en cours. Ce que je vous explique là, c'est qu'il fallait que cette laine soit à part et pas mélangée avec d'autres. Donc il fallait vraiment éviter que 50 laines soient mélangées en même temps, parce que chaque teinte de laine a sa propre teinte. Si vous regardez des laines qui n'ont pas subi de transformation, je parle de colorisation ou ce genre de choses, on voit qu'il y a certaines nuances. Des fois, c'est des nuances très minces, mais qui peuvent être vues avec un œil aguerri. Ce genre de règlement par rapport à la qualité du fil et à la laine traduit une forme d'insécurité de la part des drapiers de l'époque, notamment par rapport au vol et au gâchis de la laine confiée à la fileuse. Dans ce cas-là, c'est de la laine qu'on lui a confiée. En effet, le prix d'achat du fil à tisser, donc du fil qu'on a fait faire, représente plus de la moitié du drap quand il est terminé. Donc, quand vous achetiez un drap à l'époque, vous aviez le coût de la matière première, vous aviez la main d'œuvre, vous aviez tout, un petit peu comme de nos jours en fait. Ces craintes de gâchis, de vol ou tout ça se justifient à cause de certaines fileuses qui sont soit malhonnêtes, soit pour des questions d'argent ou qui ont un besoin d'argent dans l'immédiat, vont revendre ou vont garder une partie de la laine qu'on leur a confiée, qui vont la revendre pour leur propre compte. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas eu que des fileuses honnêtes à cette époque-là. Afin de cacher leurs méfaits, elles pouvaient avoir eu recours à plusieurs procédés pour le cacher. Elles pouvaient utiliser de l'eau, parce que la laine est une matière hydrophile, donc qui peut se gorger d'eau, qui peut doubler de volume. Si vous avez des pulls en laine à la maison, faites l'expérience, vous allez voir que votre pull en laine peut peser beaucoup plus lourd quand il est gorgé d'eau que quand il est sec. Elles pouvaient avoir recours à de la poussière, par rapport à certains coloris notamment, ou à de la poudre de craie. Pour vous citer que ces trois exemples, cela montre que on va chercher à cacher, on va dire, une malfaçon qui, à bien y regarder, devait pouvoir se faire. Toutefois, il y a dans certaines régions un poids fixe qui est imposé par rapport à la laine, afin justement d'éviter ces fraudes, se rendant ces fraudes dans ce cas-là assez difficiles à réaliser. Ce poids fixe va concerner la laine à filer, mais également, et il va y avoir aussi une forme de contrôle des fils, et donc on va renforcer tout ce qui est autour de la qualité de la laine et du fil. Malheureusement, le grand nombre de fileuses et leur dispersion géographique, parce que toutes n'étaient pas réunies au même endroit, rend assez difficile en fait le contrôle qualité des unes par rapport aux autres. Il va y avoir quand même une volonté d'encadrement des fileuses, donc de celles qui vont produire les fils de laine, mais malheureusement il va y avoir une forme de problématique, puisque on ne peut pas aller contrôler tout le monde. Si vous avez une fileuse qui est à l'autre bout de votre région, vous n'allez pas les contrôler jusque-là. Enfin, du moins, de ce qu'on peut en comprendre, c'est ce qu'on peut se dire. Certes, c'est un système qui se veut axé sur la qualité, mais avec quelques petites incohérences qui font que cela ne peut pas être fait dans de bonnes conditions. Le drapier a à sa disposition une gamme de fils de grosseur standard, donc on voit qu'il y a une forme de standardisation de la grosseur du fil. Et quand on parle de grosseur du fil, on parle surtout, on va dire, plus de la façon dont le fil a été tissé. Plus le fil est fin, plus la longueur de la bobine sera beaucoup plus importante et moins elle pèsera. Plus votre fil est gros, plus la bobine va être lourde. Mais ça, c'est logique, c'est totalement logique. Et cette fameuse grosseur standard équivaut également, est un équivalent de la qualité du fil de laine fabriqué, et cet encadrement, on va dire, de la qualité du fil et de la laine rend encore plus difficile justement la fraude, les fraudes que je venais de vous citer. Mais on peut supposer quand même qu'il devait y en avoir, parce que on n'a pas les yeux et les oreilles partout, surtout les yeux. De nouvelles techniques sont également imposées. Ces techniques, elles sont imposées aux fileuses de la part des drapiers, bien entendu, parce que on veut voir que les techniques des fileuses soient perfectionnées et soient beaucoup plus poussées que ce qu'elles pouvaient pratiquer déjà. La qualité de la laine est alors nommée
titrage. Le titrage, si vous voyez le mot titrage, cela correspond à un ensemble de critères pour définir la qualité de la laine. On revient encore de nouveau sur cette mention de qualité de la laine, mais c'est important parce que justement, c'est ce qui fait que le drap à la fin sera de bonne qualité. Le titrage, dans ce cas-là, représente la grosseur du fil, c'est ce qu'on vient d'expliquer, par rapport à la longueur et à son poids. Plus le fil est fin, je veux dire, plus la longueur du fil à produire sera grande, moins il pèsera. Plus il est gros, plus ce sera court, plus il pèsera. C'est totalement bête, mais c'est totalement vrai. Et surtout, si vous avez l'occasion, moi je vous encourage, pour vous faire une idée de ce que je suis en train de parler, allez dans un magasin de laine, quel qu'il soit, vous en avez beaucoup à Toulouse, prenez des laines qui peuvent se tricoter ou se crocheter en 10 ou en 12, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose que celles qui peuvent se crocheter en 6 ou en 6 ou en 3. C'est très différent. Et surtout, le poids de la laine ou le volume de la pelote n'est pas le même. Le filage de la laine obéit dans ce cas-ci à un système fixe. Dans ce cas-là, la fileuse doit se conforter à une longueur de fil déterminée et prédéfinie et imposée afin de créer la laine qu'on lui demande, qu'on lui a confiée et qu'on lui a mis en dépôt. On lui demande en fait de créer une bobine de fil de laine avec toutes ces caractéristiques imposées, avec la laine qu'on lui a confiée, et elle ne peut pas faire autrement. Pour s'aider à contrôler de la finesse du fil, puisqu'il faut avoir l'œil sur la finesse du fil, il faut quand même avoir des instruments pour, et sur la longueur du fil lui-même, la fileuse a recours à un aspe, qui est un instrument qui permet de mesurer au fur et à mesure du travail la finesse du fil. Tous les systèmes de titrage de l'époque médiévale sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc ça prouve que les méthodes des drapiers avec les fileuses de l'époque sont encore ce qu'on pratique aujourd'hui. Donc on voit que ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui sont encore pérennes. Ce que j'essaie de vous expliquer par rapport aux fileuses, et j'ai bien conscience que ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre, c'est que la fileuse, à l'image d'Arachné, rentre dans un processus de confection, dans un processus de production. Arachné a produit une tapisserie, la fileuse rentre dans un processus de production de draps. Là, on parle des draps, mais ça pouvait être tout autre chose, parce que ça va être une forme d'encadrement de la fileuse par rapport au drapier, et les fileuses dans l'industrie textile ont toujours eu un caractère essentiel. On leur confie de la laine pour qu'elles les transforment en bobines. Elles ont leur propre laine et si la laine est de bonne qualité, on peut supposer qu'elles aient pu la revendre soit pour leur propre usage, soit pour des drapiers. Le cas de figure ne peut ne pas être exclu, mais ça a l'air d'être relativement rare. Donc la fileuse a son utilité. Le drapier va confier de la laine à la fileuse parce que soit il n'a pas les moyens d'avoir des ateliers de filage dans son entrepôt, ce qui est totalement possible, soit il n'a pas les personnes compétentes. Du coup, il va amener la production ailleurs, ce qui est possible. Donc, l'industrie textile, il faut bien comprendre que c'est tout un cheminement. Vous avez la fileuse qui produit du fil, qui va le confier au drapier. Quand on regarde les métiers à tisser dans les ateliers ou tout ça, bien sûr, il a fallu filer ces fils. Et ce sont les fileuses qui s'en occupaient. À l'image d'Arachné, à l'image de l'araignée qui produit de fil, c'est totalement normal que l'on fasse le rapprochement entre les fileuses du Moyen-Âge, l'araignée qui produit du fil et Arachné. On pourrait même, si on pousse un petit peu plus loin, trouver chez Arachné une forme de sainte patronne, entre guillemets, de déesse protectrice des fileuses. Si on voulait pousser un petit peu l'interprétation plus loin, on pourrait y voir un peu cette image-là. Mais encore une fois, c'est une image, ce n'était pas la réalité. Donc, quelque part, la représentation d'Arachné, les arachnées du Moyen-Âge, ont plusieurs aspects. Il va y avoir l'aspect positif, la fileuse, travail féminin, symbole du travail féminin, de la vertu, celle qui produit de ses mains. Et il va y avoir tout un tas de négations, notamment autour de la figure d'Arachné, autour de la figure de l'araignée, qui vont avoir un aspect négatif et positif, dans le sens où Arachné, la réécriture du mythe va faire d'Arachné la perdante de son défi, alors que dans le mythe original, ce n'est pas le cas. On va créer autour de l'araignée à la fois une forme de fascination, une forme presque pas d'allégorie, mais tout comme, ou de métaphore, du rêve, de l'effrayant, presque du mystérieux. Et en même temps, on va en faire une créature qui dégoûte, une créature qui fait peur, une créature dont on se méfie. Un peu comme de la fileuse, on se méfie d'elle parce qu'elle peut être malhonnête, parce qu'elle peut garder sa production pour elle, la production qu'on
lui confie pour elle. Donc on peut y voir des formes de corrélation, mais encore une fois, il faut être très prudent quand on aborde ce genre de thème, parce que ce n'est pas forcément le reflet d'une époque. Les sources d'époque sont là pour nous expliquer les conditions de travail, la volonté d'encadrer, de réglementer un petit peu d'une certaine manière la profession de fileuse, mais entre ce que les sources nous apprennent et la réalité, toujours pareil, il pouvait y avoir des différences. Parce qu'une fileuse qui est à l'autre bout de la région, qui est hors des murs de la ville, ne sera pas encadrée de la même manière qu'une fileuse qui sera dans les murs de la ville. Nous en sommes bien conscients. Donc, dans les sources concernant les fileuses, la littérature concernant Arachné ou les araignées, même l'iconographie, doit être prise avec beaucoup de recul, encore une fois, parce que oui, ça reflète les mentalités d'un temps, oui, ça reflète une réalité, mais on peut y voir des fois quelques subtilités qui ne sont pas forcément des subtilités réelles. En conclusion, ce que l'on peut souligner, c'est que le mythe d'Arachné s'est exporté beaucoup mieux que bien d'autres mythes de la mythologie grecque, comme par exemple le mythe de Méduse ou le mythe d'Adonis ou bien d'autres mythes que nous avons déjà traités. Arachné, l'araignée ou même la fileuse de façon générale, sont des images qui vont s'exporter au-delà du Moyen-Âge et qui vont s'exporter jusqu'à un certain moment au fil du temps. Dans les temps modernes, donc à l'époque moderne, à l'histoire moderne, on peut citer par exemple Louise de Labbé qui va faire une réécriture, une réinterprétation du mythe d'Arachné par rapport à son temps. Donc quand on lit les travaux qui ont été faits sur cet écrit ou ce genre de choses, on peut voir que c'est beaucoup en lien avec son temps et très certainement teinté de thématiques venant de son temps. Ce n'est pas la première fois qu'un mythe grec ou romain est repris pour illustrer en fait des problématiques, des questionnements venant du temps de l'auteur. Ça c'est déjà vu et c'est parfois des fois très problématique de savoir, en tout cas pour ceux qui ne sont pas habitués, de savoir où est la part d'originalité au sens originel du mythe et où est la part de l'auteur en fait qui le réécrit, qui le réinterprète. C'est pas toujours facile quand on n'a pas l'œil aguerri pour ça. Au-delà de ça, si on se penche plus vers les temps contemporains, 19e, 20e siècle, on peut citer par exemple des auteurs comme Edgar Allan Poe. Je n'ai pas besoin peut-être de présenter Edgar Allan Poe, qui va faire des nouvelles sur un thème un peu plus horrifique, sur des thèmes un peu plus fantastiques, justement, et l'araignée va faire partie justement de ce panel de thématiques qu'Edgar Allan Poe va aborder, plutôt autour de la thème de la peur, du dégoût, une image peut-être beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark de la fileuse ou de l'araignée que ce que ça a été réellement. Au Moyen-Âge, nous l'avons vu, il y a toute une littérature, une iconographie qui va s'orienter plus du côté de la fileuse que du côté d'Arachné en elle-même. Mais ça fait partie des thématiques qui sont reprises. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la fileuse est à la fois négative et positive. Arachné est à la fois négative et positive. Positive parce qu'elle est reliée à l'image de la fileuse, ces femmes qui filaient la laine pour créer un fil fin pour les drapiers et pour ce genre de choses. Donc avec une image vertueuse, une image plutôt familiale, une image plutôt de convivialité. On peut s'imaginer des femmes dans les cours, dans les villes qui filaient leur laine avec les instruments qu'elles avaient, ou dans les campagnes, dans les champs, en gardant les enfants. On peut s'imaginer un petit peu ce genre de tableau un peu familial, un peu champêtre, un peu, on va dire, social que pouvait entraîner le filage de la laine pour en faire du fil. On peut totalement se l'imaginer. Mais il y a eu aussi le côté négatif aussi de la fileuse, qui est par exemple avec les fileuses malhonnêtes, qui fraudaient un petit peu les quotas, mettre de la laine de côté, la revendre à leur profit. On peut prendre cet exemple par exemple de la négativité par rapport à la fileuse. C'est un exemple parmi tant d'autres, qu'on s'entende bien. L'image d'Arachné, c'est à peu près pareil. L'image d'Arachné, au Moyen-Âge, va faire l'objet d'une réécriture, où cette fois-ci, ça va plutôt être Athéna qui va battre Arachné, et non pas l'inverse, comme cela est le cas dans le mythe originel. Ça va faire l'objet de tout un tas d'aspects négatifs qui vont être dus à d'autres influences, qui vont être dus à des commentaires. Je rappelle que les mythes antiques et les auteurs antiques au Moyen-Âge, c'était beaucoup du je t'aime moi non plus. C'était que oui, on acceptait certains auteurs antiques car ils rentraient dans, on va dire, un certain moule, mais au-delà de ça, il faut pas oublier que les auteurs antiques, c'était à la fois des auteurs pas
païens aux yeux de l'Église et des auteurs à la fois utiles parce qu'ils apportaient un certain savoir ou des méthodes qu'ils n'arrivaient pas à apporter. Donc il faut faire un peu la part des choses à ce niveau-là. Ovid, celui qui a mis en lumière le mythe d'Arachné, a fait l'objet de tout un tas de commentaires, a fait l'objet de tout un tas, on va dire, de réinterprétation un peu plus négative, et c'est à ce moment-là que oui, le mythe d'Arachné prend un peu un sens à la fois positif et négatif. Tout dépend des auteurs qu'on va lire, et tout dépend de la façon dont on va interpréter justement le mythe d'Arachné, ou du moins la façon dont le mythe d'Arachné va être interprété à ce moment-là. Si on regarde d'une façon beaucoup plus contemporaine, c'est-à-dire à notre époque, Arachné n'est pas forcément le personnage mythique le plus mis en avant. Ça, on peut pas l'enlever. On retrouve des allusions à Arachné dans la saga Percy Jackson, mais à part ça, on n'en parle quasiment jamais. On parle beaucoup des mythes comme Méduse, comme tout ça, mais Arachné est très souvent mis de côté. On retrouve quasiment aucune allusion à Arachné, que ce soit dans des films, que ce soit dans des séries télé, aucune allusion. La figure de l'araignée, par contre, qui est liée à Arachné, qu'on le dise, on va dire, avoir une image dans la culture populaire de notre époque beaucoup plus facile à détecter. On va retrouver par exemple la figure de l'araignée un peu effrayante, un peu dégoûtante par exemple, ou avec cet aspect un peu mangeuse d'hommes entre guillemets, dans les films et la saga Harry Potter. Si vous prenez Harry Potter 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Aragog, si vous vous souvenez bien pour ceux qui ont vu les films, et attention spoiler, je tiens à le préciser, à un moment donné, Aragog a très envie de se faire un festin de Harry et de Ron, car ces deux malheureux sont allés s'aventurer dans la forêt au milieu des araignées, par exemple. Donc il y a cet aspect effrayant, cet aspect peur, il y a tout ce genre de choses. Dans le clip, par exemple, de The Cure, pour ceux qui sont fans de musique, Lullabies, donc Lullaby pour en français, on peut voir quand même l'image de l'Arachné qui est en train de petit à petit de s'inviter dans tout le clip. Je vous mettrai de toute façon le clip en barre d'infos, puissiez aller voir, mais c'est vrai que ça fait partie justement de ce côté. Alors le clip en lui-même, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous encourage à aller le voir, est quand même assez pourrait presque être proche un peu du Tim Burton si on veut. Ça pourrait être presque proche entre un peu Beetlejuice, mais avec un côté beaucoup plus dark et beaucoup plus froid que Beetlejuice lui-même. Mais ça pourrait avoir un petit côté Beetlejuice, c'est beaucoup d'araignées, c'est très froid, c'est très oppressant. C'est un clip en fait qui, il faut aller le voir en fait pour se faire une petite idée, et l'image de l'araignée est présente dans ce clip-là. C'est ainsi que nous concluons ce petit exposé sur Arachné. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Moi, ça fait partie de mes mythes préférés avec celui de Méduse, pour pas dire que ce sont les deux mythes que j'aime le plus dans la mythologie grecque. Ça fait partie de ces mythes qui pour moi sont des mythes pas qui me touchent personnellement, mais des mythes dans lesquels je me retrouve beaucoup. Je me retrouve beaucoup dans la personnalité d'Arachné pour la simple et bonne raison que moi-même je fais du travail d'aiguille à mes heures perdues. Et c'est vrai que le mythe d'Arachné, quand j'ai commencé à faire ce travail d'aiguille, à faire ce travail avec de la laine ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est un mythe qui m'a beaucoup parlé, peut-être par rapport à l'aspect plutôt tissage ou ce genre de truc, et j'ai toujours eu une passion pour justement les métiers à tisser ou pour l'art des aiguilles. J'ai toujours eu cette passion, et c'est un mythe en fait qui me touchait peut-être beaucoup plus personnellement que je ne l'aurais voulu, mais voilà, je voulais vous le partager, vous le faire connaître, et j'espère que cela vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur l'image d'Arachné, l'image de la fileuse, notamment au Moyen-Âge. Pourquoi j'ai choisi le Moyen-Âge? Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, je suis médiéviste à la base, je suis une médiéviste pure, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos de médiévales sur ma chaîne et très peu de vidéos sur la contemporaine ou la moderne, parce que je suis une médiéviste à la base et que pour moi la médiévale est une de mes passions autant que la mythologie. C'est pour ça que moi c'était important de me centrer à la fois sur le côté mythique mais aussi sur le côté médiéval, parce que ça rejoint en fait les deux bouts en fait des thématiques que j'aborde et des thématiques que je connais le mieux. J'espère que cela vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là prenez bien soin de vous.